Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 23e épisode de Parlons Placement, un épisode un petit peu particulier puisque pour la première fois on le retrouve en direct sur Facebook Live. Vous le savez, Facebook maintenant favorise la diffusion de vidéos en direct et on en profite pour essayer d'être encore plus près de notre audience, en l'occurrence sur la page de bienprévoir.fr. Bienprévoir.fr que l'on va retrouver au cours de l'émission avec Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Qui va nous faire un petit point sur les marchés. On aura aussi également l'autre cofondateur de bienprévoir.fr, Vincent Kutkovitz, et puis une partie Vincent qui nous parlera, lui, du bilan de la BCE après comment on vit avec des taux négatifs depuis maintenant un an. Et puis une troisième partie consacrée à la santé et aux opportunités que recèle le secteur pour y investir. On aura le plaisir d'accueillir la gérante d'Edmond Rothschild Asset Management, Adeline Sala-Barou. On commence tout de suite avec la première partie consacrée au marché financier. Bienvenue Jonathan. Alors est-ce que ça va mieux? Il paraît que ça va mieux. Et est-ce qu'en Europe ça va mieux également? La question peut faire sourire évidemment. Vous savez ce qu'on dit, lorsque je me regarde, je me désole, lorsque je me compare, je me console. Donc tout est relatif. Quand on regarde au niveau de l'Europe, je vous propose de regarder factuellement les choses. On a apporté des graphes. Je vous propose de regarder le premier. Le premier graphe, il concerne le chômage. Le taux de chômage. Alors, le premier en bleu, en haut, c'est le taux de chômage dans la zone euro. Sur le graphe en noir, c'est dans l'Union européenne. On voit que effectivement, depuis 2012, il y a une baisse tendancielle du taux de chômage. Il est à 10,2 au mois de mars, le dernier chiffre connu, par rapport au pic de 12,1 qu'on avait atteint. C'est à peu près la même chose qu'en France, en 2012. En France, la tendance n'est pas la même, puisque en France, on est à peu près sur le même niveau, mais il est stable. En fait, il n'est pas sur une décrue, comme on le voit sur, ce graphe-là. Il a monté la pente. Il y a eu en fait ici, vous voyez, les deux crises, la crise des subprimes, puis la crise des dettes souveraines qui ont été catastrophiques pour le chômage. Globalement, ça va mieux, mais ce n'est pas encore le niveau suffisant. On n'est pas encore au plus bas atteint avant la crise des subprimes. On était tombé à 7%. On n'a jamais atteint le plein emploi en fait en Europe, qui est plutôt considéré à 5%. Même avant les subprimes, on n'était pas au plein emploi, mais on n'est pas encore au niveau le plus bas atteint avant la crise. Donc, en tout cas, la tendance est dans le bon sens. La tendance est dans le bon sens, mais les attentes sont très fortes sur cette question-là. C'est la première préoccupation des Français, des Européens. À ce rythme-là, il faudra au moins 5 ans pour atteindre les 7%. Bon, j'en profite pour vous signaler que vous pouvez nous interpeller sur la page Facebook de bienprévoir.fr dans la rubrique sous la vidéo, rubrique commentée. Posez-nous vos questions en direct pendant l'émission, on tentera d'y répondre. La croissance, deuxième graphique que vous nous apportez. Alors, on voit ici également qu'il y a une amélioration de la croissance dans la zone euro. Les chiffres qui sont là, c'est pour l'ensemble des pays, ce n'est pas que pour la France. On était en négatif lors de la crise des dettes souveraines en 2012, également encore en 2013. Puis il y a une amélioration qui est relativement lente. Donc mais là qui encore, est bien là. Ça va mieux. La tendance est plutôt favorable. La tendance est favorable. 2016 est attendu au même niveau que 2015, 1,6. Ce n'est pas un niveau très élevé, mais c'est quand même un niveau qui est meilleur que les années précédentes. Les chiffres du premier trimestre ont été assez bons. En tout cas, ils ont surpris favorablement les économistes pour le premier trimestre. Bon, c'est toujours bon à prendre. Alors pourquoi est-ce que les marchés financiers ne réagissent pas aussi favorablement ? Parce qu'il y a d'autres éléments, en fait, je pense, qui pèsent sur les marchés. Pour simplifier, pour résumer, je pense qu'il y a deux éléments majeurs. Le premier, en fait, c'est des craintes sur la croissance aux États-Unis. On ne parle pas de récession, mais on pense que la croissance aux États-Unis est en train de ralentir. On a eu des mauvais chiffres, en fait, sur le premier trimestre. Il est ressorti à plus 0,5 en rythme annualisé. Donc, on est loin des 2,5% qu'ils avaient l'habitude de sortir. Et là, on guette toujours Janet Yellen, la patronne de la Fed. Oui. Qu'est-ce qu'elle va faire dans ce contexte-là de ralentissement de la croissance? Jusqu'à présent, les marchés étaient très agités. Vous vous souvenez, en février, on avait beaucoup parlé. Oui. On avait beaucoup parlé. Elle avait tenté de rassurer les marchés en disant du coup, dans ce contexte, je ne vais pas relever les taux autant en 2016. On va attendre un petit peu. On ne les relèvera que 2 fois en 2016 et un petit peu moins que ce que le marché pensait. Là, depuis quelques jours, on a eu un discours inverse de différents membres
du FOMC, donc comité de politique le monétaire. comité de politique monétaire de la Fed, qui disent que les marchés sous-estiment en fait les hausses des taux. Il y aura plus de hausses des taux que ce qu'ils pensaient. Donc ils soufflent un petit peu le chaud et le froid en fonction des périodes. Il y a eu des bons chiffres et les bons chiffres se transforment en mauvaises nouvelles. Comme il y a des bons chiffres, les taux vont être relevés plus rapidement. Le marché n'aime pas cette période d'incertitude, manque de visibilité. Où est-ce que l'économie va américaine? Où est-ce que la politique monétaire va nous mener cette année? Et puis il y a un risque un peu plus proche de chez nous cette fois-ci. Le Brexit. La sortie éventuelle du Royaume-Uni de la zone euro, de l'Union européenne. Ils ne sont pas dans la zone euro, ils ont gardé la livre. Vous avez raison de dire que c'est un risque en fait d'éclatement de l'Union européenne en fait. Vous y croyez, vous achetez ce risque? Vous pensez qu'il est important? Ce risque n'est pas négligeable. On ne peut pas l'écarter. Ça contribue aussi à ce chahut sur les marchés financiers. Très clairement, parce que... Quelles seraient les conséquences d'un Brexit? C'est difficile d'y répondre et du coup, en fait, là encore, manque de visibilité. Les investisseurs n'aiment pas ça, en fait. Probablement qu'ils seront négatifs. Sur les marchés, en tout cas, ils seront négatifs à coup sûr. On va rentrer dans une période d'incertitude. La Banque d'Angleterre n'arrête pas de dire que ça va être défavorable pour le Royaume-Uni. Ce sera probablement défavorable pour l'Union européenne, peut-être un petit peu moins. Mais il y a un risque aussi de contagion. Si le Royaume-Uni veut sortir, peut-être que d'autres pays vont limiter, peut-être des pays qui sont dans la zone euro vont vouloir limiter, et c'est ça qu'on ne maîtrise pas en fait. Donc c'est un avenir qui est pas terrible et que les marchés n'aiment pas. Bon, dans ce contexte compliqué, avec des chiffres macro qui s'améliorent, mais des incertitudes qui demeurent et ces turbulences financières, comment est-ce qu'on se situe? Comment est-ce que vous envisagez la suite? Alors, malgré tout, en fait, nous, on pense que sur le plan macroéconomique, on continuera à avoir des nouvelles tout à fait favorables. Il y a un élément qui va monter en régime, c'est la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Mario Draghi a dit ces derniers temps qu'il allait accentuer sa politique monétaire. À partir du mois de juin, ils vont acheter des dettes privées, des dettes émises par des entreprises. Et ça, c'est favorable pour le crédit et pour l'ensemble des crédits des entreprises, que ce soit des entreprises cotées ou non cotées, par répercussion. On a ramené un graphique. Alors, est-ce que ça marche justement, cette politique accommodante et non conventionnelle? Alors, on le voit sur ce graphique qui montre qu'effectivement, c'est un impact qui est tout à fait intéressant. Là, on voit le taux de croissance des encours des crédits aux entreprises en France. Et c'est en particulier en fait, le crédit aux investissements. Donc, qui permet aux entreprises d'investir. Donc, c'est ça qui est favorable à terme pour la croissance en France. Les investissements d'aujourd'hui, c'est la croissance de demain. Et les emplois d'après-demain. Donc cette politique de la BCE commence à porter ses fruits en termes de redistribution de crédit dans l'économie réelle, comme on dit. Complètement. Et il y a un élément qui va aider également ça, c'est que, on ne l'a pas noté, mais vous savez que le pétrole remonte en flèche depuis quelques semaines. Par rapport au plus bas de 2016, on est à plus 75%. Donc ça, c'est bon. Et ça, c'est bon parce qu'en fait, ça recrée de l'inflation. On est sur un niveau qui est assez favorable parce qu'il n'est pas trop lourd pour les consommateurs, mais il redonne de l'air en fait, puisqu'il va recréer un peu d'inflation qui était nécessaire. Pourtant, beaucoup disent que cet effet pétrole avait fait du bien aussi aux consommateurs, qui avaient récupéré à la pompe, tout simplement, un peu de pouvoir d'achat. Donc, si les prix remontent trop vite, est-ce qu'il y avoir un effet contraire? Effectivement, il faut trouver en fait un bon compromis. Ce qui n'est jamais bon, c'est quand les tendances sont trop rapides. Ça mettait à mal tout le secteur pétrolier, tout le secteur énergétique, parce que les prix descendaient trop bas et les entreprises n'avaient pas le temps de s'adapter. Un mot de conclusion, s'il vous plaît, Jonathan. On a vu ces débuts difficiles sur les marchés financiers. Et quel est votre sentiment jusqu'à la fin de l'année? On va retrouver. C'est un moment pour rentrer là, pour en profiter? Nous, en fait, on reste convaincus que c'est toujours intéressant de rentrer quand les fondamentaux sont là. En fait. Et c'est ce qu'on essaye de montrer. On a des fondamentaux macroéconomiques et quand on regarde au niveau micro, c'est pareil. Les fondamentaux sont bons, en fait. On baisse parce qu'il y a des inquiétudes qui, à notre avis, ne sont pas justifiées. Donc, c'est toujours intéressant de rentrer dans ce contexte-là. C'est la conjoncture idéale, des fondamentaux qui sont bons et en même temps des trous d'air qui permettent de rentrer un peu moins cher. Il faut juste accepter la volatilité du marché qui va rester élevée au cours de l'année 2016. Et avec laquelle il faut arriver à vivre en effet. Ce n'est pas toujours simple. Merci beaucoup Jonathan de nous avoir rendu visite. On se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. À bientôt.
Allez, on continue. Parlons placement en direct sur Facebook, sur la page bienprévoir.fr. Je vous invite à nous poser toutes vos questions. On va fêter un anniversaire, Vincent. Bonjour. Ouais, bonjour Thomas. L'anniversaire des 1 an de taux négatif à la BCE. Voilà, ça fait un an. Une bougie. Ça fait un an que le monde vit la tête à l'envers, effectivement, avec des taux négatifs. Alors, essayons de comprendre peut-être un peu pourquoi. Vous, ça ne vous fait pas tourner la tête, hein? Vous arrivez à rationaliser tout ça? Oui, dans chaque situation, il y a une opportunité à saisir. On va essayer de voir. Bon, on rappelle le contexte économique, oui. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est l'absence d'inflation, en fait. Le contrat de la BCE, c'est de tenir une économie avec 2% d'inflation. Aujourd'hui, on est pratiquement en désinflation, en tout cas on est en inflation nulle, voire négative. On l'évoquait encore il y a quelques instants avec le pétrole. C'est la preuve que l'économie n'est pas très dynamique quand même. Hein. Quand il n'y a pas de pression artérielle, le patient est un peu anémié. Oui, l'économie n'est pas ultra dynamique, mais comme on l'a vu, les fondamentaux sont plutôt bons. Maintenant, il y a un mal à soigner qui est le problème d'absence d'inflation. Donc c'est pour ça que Mario Draghi a ouvert les vannes, utilisé tous les moyens à sa disposition, et Jonathan le rappelait, y compris, il va aller encore plus loin à partir du mois de juin, à racheter des dettes privées. Alors il y a un an, on est passé en taux nul. Depuis quelques mois maintenant, on est en taux négatif puisqu'on est à moins 0,4%. Le taux principal de la BCE est de moins 0,4%. Est-ce qu'il y a des particuliers qui s'en rendent compte, ça, des taux négatifs? Alors aujourd'hui, non, pas encore en France. Il y a une petite anecdote qui court, c'est qu'au Danemark, certains organismes de crédit hypothécaire versent de l'argent aux personnes, aux particuliers qui ont emprunté pour l'immobilier. C'est génial. Donc, vous empruntez pour acheter une voiture ou une maison et on vous verse l'argent brûle les doigts. Il faut absolument le placer où il faut qu'il ait un sens économique. On voit bien qu'on est la tête en bas là. Quand même, là, on est la tête en bas, mais ça démontre qu'en fait, l'argent n'est pas là pour rester immobile. Il doit servir l'économie. Donc c'est un petit peu la conclusion à laquelle on peut arriver, c'est qu'il faut investir, il faut utiliser son argent pour développer l'économie. Est-ce que le message passe dans le grand public? Le message passe difficilement, même si le grand public a un autre avantage, c'est celui effectivement de s'endetter à moindre coût aujourd'hui. Ça resolvabilise quand même beaucoup les épargnants. Maintenant, je pense que les gens n'ont pas encore, le grand public n'a pas encore saisi le changement de comportement qu'il faut adopter en termes d'épargne, puisque ça veut dire que pour conserver un niveau d'épargne attractif, là aussi, il faut peut-être adapter le niveau attendu de son épargne, le niveau de rendement de son épargne, mais pour conserver un rendement attractif, il faut prendre plus de risques. C'est ça le mot-clé, hein, la prise de risque. De toute façon, c'est la loi du genre, hein, du capitalisme. Exactement. Il faut savoir prendre des risques si on veut, en effet, que son argent fasse des petits. Exactement. Il faut savoir prendre les risques, il faut mesurer ses risques, il faut également en permanence adapter ses attentes. Lorsqu'on faisait quelques études il y a quelques années, le niveau de rendement espéré moyen sans risque, c'était 5%. Aujourd'hui, on ne peut plus servir et obtenir 5% sans risque. Et donc, il faut s'adapter à cette nouvelle donne économique. Et comment est-ce qu'on fait pour prendre des risques et profiter justement de ces taux négatifs? Alors, une des solutions pour en profiter, c'est notamment d'aller sur les produits à capital garanti, plutôt nouvelle génération. C'est de mettre de côté les anciens produits à capital garanti qui étaient chargés en obligation d'État. Là, a priori, les taux vont continuer à baisser. Il n'y a pas de raison, même si les taux augmentaient à l'avenir, qu'on puisse obtenir une augmentation du rendement des produits à capital garanti. Donc, mettre les produits à capital garanti de côté, c'est probablement la bonne solution. Vous nous avez apporté un graphique, hein, d'ailleurs, qui est une vraie carte du tendre des placements dans ce contexte de taux négatif. Tout à fait. On a essayé de repositionner l'ensemble des classes d'actifs, les principales classes d'actifs que les épargnants consomment d'une certaine manière. Donc on a les fonds en euros qui ont servi en rendement réel, hein, après avoir déduit l'inflation 2,25%, puisqu'en fait on a zéro inflation. Ce qui n'est pas ridicule, comme il n'y a pas d'inflation en effet, ces rendements qui semblent baisser en réel sont plutôt historiquement très bons. Les rendements réels des placements aujourd'hui sont plutôt bons lorsqu'on tient compte de l'inflation, contrairement aux périodes où par exemple les produits à capital garanti servaient du 5% par an. À ce moment-là, on avait un rendement réel qui était beaucoup plus faible. Aujourd'hui, le rendement réel est pratiquement le rendement net de ces placements, puisqu'il n'y a pas d'inflation. Par contre, lorsqu'on investit sur ce genre de produits, il y a un risque, c'est que demain, s'il y a une remontée brutale des taux, il y a un risque de se retrouver avec des placements, certes liquides, mais qui qui vont conserver des rendements assez faibles. Donc là, qui souffriront difficilement la comparaison avec les nouveaux. Voilà, exactement.
L'autre avantage aujourd'hui, c'est qu'il existe une vraie innovation chez certains producteurs de produits d'épargne et qui proposent des fonds de nouvelle génération. Ça, c'est une des opportunités qu'on peut saisir aujourd'hui, même s'il y a des chances que cette fenêtre se ferme assez rapidement. SCPI Fonds immobiliers, on continue à explorer ce tableau. Là aussi, le rendement réel était de l'ordre de 4,85% en 2015. On va voir le tableau. Voilà, sur l'immobilier d'entreprise via les SCPI notamment. Là, le sujet, de façon globale, sur les fonds immobiliers, il y a un vrai sujet. C'est celui de l'inquiétude de l'existence d'une bulle aujourd'hui. On a encore vu, et on en parlait dans cette même émission il y a quelques semaines, il y a 2 mois. Il y a une alerte des instances en France qui observent ce secteur-là et qui se disent qu'il y a peut-être une survalorisation, notamment de l'immobilier de bureau à Paris. Là aussi, c'est notre attitude est de se dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas reculer complètement devant ces possibilités d'investissement dans l'immobilier d'entreprise qui reste aujourd'hui avec un rendement très attractif, mais plutôt que d'aller sur des placements qui vont verser les meilleures rentabilités, il faut plutôt faire un arbitrage et aller sur les SCPI, les produits, les fonds immobiliers qui ont une stratégie plutôt conservatrice dans leur stratégie. Donc ça reste une opportunité mais prudence. La bourse. La bourse, le rendement réel, en tout cas du CAC 40 en 2015 est de 3,4% lorsqu'on tient compte des dividendes et des rachats d'actions. 3,4% en 2015 par rapport à la capitalisation du CAC 40, ça reste un rendement réel moyen par rapport aux années passées. Et là, le risque, c'est un risque déflationniste. C'est-à-dire que si le CAC a fait près de 15% l'année dernière. Oui, bien sûr. Mais là, vous retirez les dividendes de ça ? On rapporte les dividendes à la capitalisation, en fait, au montant investi sur le CAC 40. C'est le rendement en fait, des dividendes, c'est pas la plus-value aussi. Non, c'est hors plus-value. On compare ça, ça permet de comparer ce rendement-là au rendement d'un autre produit financier. Et donc là, le risque, c'est qu'on soit de façon longue dans une économie déflationniste et que finalement, la consommation ne reparte pas durablement, que les entreprises aient du mal à conserver finalement leur marge et que finalement, ça se traduise par une économie atone pendant un certain nombre d'années. Ça, c'est le risque. Maintenant, l'opportunité des taux négatifs, c'est que ça puisse relancer l'économie, les investissements, et qu'on puisse faire des opérations de croissance externe et donc acquérir des parts de marché dans de bonnes conditions financières. Donc ça, c'est a priori l'opportunité pour les épargnants et pour les acteurs économiques derrière ces taux négatifs. Et les produits structurés actions, c'est un peu le même raisonnement. Exactement. Donc, prendre du risque, en conclusion, s'endetter, est-ce qu'il faut s'endetter ? Alors, il faut s'endetter à condition d'avoir en face un produit qui résiste au temps d'une certaine manière. C'est en tout cas le cas, par exemple, de l'immobilier d'entreprise. S'endetter, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut très bien prendre un contrat d'assurance vie, obtenir une avance et une forme de crédit, profiter des conditions d'avance extrêmement intéressantes. Maintenant, il faut être prudent sur la manière de réinvestir cette avance-là. L'idée étant derrière de donner en fait un pouvoir démultiplicateur à son épargne. Les taux sont très bas. Il y a un effet de levier possible avec son épargne aujourd'hui du fait de ces taux bas et en jouant avec les astuces notamment de l'avance. Maintenant, il faut être très prudent sur ce qu'on fait de cette avance-là. Et puis un dernier point qui résume aussi votre philosophie, chasser les dépôts paresseux. Oui, on l'a déjà évoqué ici dans une de ces émissions dans le passé, c'est qu'en 2015, 35 milliards d'euros étaient investis ou dormaient sur des comptes courants. C'est devenu pratiquement, malgré lui, le placement préféré des Français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques ne peuvent pas appliquer au grand public les taux négatifs parce qu'elles appliquent auprès des entreprises, des grandes entreprises qui laissent des dépôts, des taux négatifs. Elles ne pourront pas le faire commercialement vis-à-vis de leurs clients. Par contre, il est probable que les frais en fait, augmentent et que d'une certaine manière, ça se traduise, ce soit une traduction en fait, des taux négatifs. Les frais vont augmenter lorsqu'on aura de l'argent sur les comptes courants. Donc autant investir son argent, ne pas le laisser dormir sur les comptes courants. Donc il faut chasser cet argent qui dort. Voilà, merci Vincent pour toutes ces explications, toujours aussi limpides. On se retrouve dans un mois. Plaisir. Se poursuit en direct sur Facebook. On a le plaisir maintenant d'accueillir Adeline Salabarou. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes gérante chez Edmond Rothschild Asset Management. Alors, un petit mot pour situer Edmond Rothschild Asset Management dans le monde. C'est 6 centres de gestion. Vous positionnez comme un acteur multispécialiste avec plusieurs segments d'expertise, comme la gestion action bien sûr, la dette d'entreprise, multigestion ou la gestion quantitative.
53 milliards d'euros d'encours au 31 décembre 2015, 530 collaborateurs, dont 100 professionnels, dont vous faites partie de l'investissement. Voilà donc pour la carte postale. Maintenant, on va parler du fonds que vous pilotez, un fonds global Healthcare, donc spécialisé dans la santé au niveau mondial. Je vous laisse nous le présenter en quelques mots. Le fonds Edmond de Rothschild Global Healthcare, en effet, est positionné sur le secteur de la santé. L'objectif est de capter la dynamique de croissance du secteur en investissant sur les actions internationales et sur l'ensemble des sous-segments de la santé, à savoir les laboratoires pharmaceutiques, les biotechnologies, services de santé. Oui, services de santé, ça va au-delà des pharma ou de la biotechnologie. C'est-à-dire que ça peut être, on pourrait imaginer des maisons de retraite, par exemple, dans le périmètre. Tout à fait, des maisons de retraite, les hôpitaux ou les services de santé aux États-Unis. Les assureurs à santé, bien sûr. Donc c'est un périmètre, c'est la santé au sens large. Tout à fait. 400 millions d'euros d'encours, vous pilotez aux destinées de ce fonds depuis 2009. Les performances, on dit un mot, des chiffres Alors des très belles performances sur les 5 dernières années, plus de 20% par an sur 2012 jusqu'à 2014, 2015. 2016, un retrait des performances, on le verra, avec des marchés qui ont été un petit peu plus volatiles. Et puis, quelques interrogations aussi sur le secteur, notamment parce qu'on est dans une année électorale aux États-Unis. Et donc, un certain nombre de commentaires de politiques américains qui créent un peu de pression sur le prix des médicaments. Alors, des remboursements. Je crois qu'il faut rester assez prudent sur la capacité des politiques à contrôler les prix déjà aux États-Unis. Dans la mesure où il y a de l'innovation, il y a toujours moyen d'amener des produits, de les pricer correctement et de générer beaucoup de profits pour l'industrie. Donc c'est plutôt une opportunité. Le repli récent depuis le début de l'année est vraiment une opportunité pour se positionner sur le secteur si on ne l'est pas déjà et bénéficier de la croissance structurelle qu'elle propose. Vous croyez en ce secteur et c'est légitime. On va essayer de comprendre en quoi c'est un secteur porteur et intéressant à vos yeux. Je vous invite donc à poser toutes vos questions à Adeline Salabarou en direct sur Facebook. Une première question de ma part qui concerne justement ce défi que représentent les biotech pour les groupes pharma. On a vu leur business model historique finalement au fil des ans se réduire comme peau de chagrin avec les médicaments qui faisaient leur fortune tomber dans le domaine générique. C'est encore un défi majeur pour ces groupes, ces grandes pharma. Les pertes de brevets, ça restera toujours un défi. Maintenant, on a passé la période extrêmement difficile de tombée générique de l'ensemble des grands produits historiques. On est loin derrière le pic maintenant. Ces pertes de brevets sont derrière nous et les laboratoires pharmaceutiques en particulier ont une capacité encore d'innovation majeure, n'ont pas arrêté les investissements massifs en recherche et développement. On nouait également des partenariats importants avec des sociétés de biotechnologie et ont redéveloppé aujourd'hui des portefeuilles de produits et ont une capacité de croissance désormais sur des produits biologiques en particulier. Donc, il ne faut surtout pas penser qu'il n'y a plus de croissance. Bien au contraire, il y a encore beaucoup d'innovation pour les laboratoires pharmaceutiques ou ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt les biopharma. Il n'y a que ce relais de croissance, la biotech, pour les groupes pharmaceutiques. Il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres secteurs? L'essentiel va venir, en grande partie, ça va venir des produits biologiques avec en particulier un certain nombre de thématiques et l'immunothérapie dans le cancer qui va être une thématique majeure. On a 2 produits qui ont été approuvés cette année dans le marché, un produit de Merck, un produit de Bristol Myers. Clairement, ça va être un des axes de croissance majeurs et le développement de l'immunothérapie, c'est effectivement une thématique très très présente dans le fond aujourd'hui. Et on voit des grands acteurs comme Sanofi qui veulent dévorer leurs petits camarades dans le secteur comme Medivation aux États-Unis, ce mouvement finalement de fusion-acquisition, avec un risque de toujours payer trop cher, d'aller trop loin? Alors pour l'instant, l'offre qui a été faite par Sanofi sur Medivation n'est pas du tout excessive. Ils ont fait une offre à 9,3 milliards de dollars pour Medivation. L'offre va certainement être relevée. D'ailleurs, le marché s'est déjà ajusté puisque Sanofi a fait une offre à 52,5 $ et le titre Medivation cote déjà à plus de 60 $. C'est un bon mouvement pour vous? Ils ont raison d'y aller, de sortir le carnet de chèques? Oui, c'est un très bon mouvement. Je pense que ça s'inscrit évidemment, bien sûr, dans la stratégie de Sanofi qui aujourd'hui est assez peu présent dans le domaine de la cancérologie puisque ça ne représente que 4% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Ils veulent bâtir une franchise. La cancéro, c'est une grosse partie de la croissance de demain et des nouveaux produits. Et Medivation est extrêmement bien positionné avec un produit aujourd'hui, Xtandi, qui génère déjà en rythme annualisé 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Et un pipeline aussi intéressant. Donc très certainement une bonne opportunité, et Sanofi est extrêmement déterminé sur cette acquisition. Un secteur qui brille de mille feux, mais parfois avec ses zones d'ombre aussi, et qui en fait un secteur difficile pour le profane, le secteur des biotech, avec des scandales qui arrivent régulièrement dans le métier. Valeant, le Canadien, qu'est-ce qu'on peut en dire ça? Alors Valeant, oui, ça a jeté un peu de troubles sur le secteur, notamment... C'est ce qui pèse sur les cours d'ailleurs actuels. Ça pèse beaucoup sur les cours actuels parce que ça a été également l'opportunité de certains... de Hillary Clinton l'année dernière, de dénoncer un certain nombre de pratiques dans l'industrie. Alors les pratiques de Valeant ne doivent pas être non plus généralisées. Ils ont une pratique limite frauduleuse et clairement sur le plan éthique qui est assez contestable, puisqu'ils ont fait des acquisitions de produits, pour certains d'ailleurs qui n'avaient même plus de brevets dans le marché, et ils ont multiplié par 5 ou 10 le prix des médicaments en coupant la R&D. Donc c'est une création de profit assez facile, et Valeant est clairement très attaquable sur ce type de pratique. Ce n'est pas du tout le cas de l'ensemble du secteur des pharmacies de spécialité ou des biotechnologies ou encore des laboratoires pharmaceutiques. Donc je crois qu'il faut vraiment mettre le cas Valeant. C'est pas l'arbre qui cache la forêt, je ne crois pas. Et au contraire, si ça a jeté un peu de trouble et si ça a été l'occasion pour certains politiques de dénoncer certaines pratiques ou essayer de contrôler un peu les prix des médicaments aux États-Unis, je pense que c'est plus une opportunité aujourd'hui de tirer profit d'une baisse de valorisation, et parce que les perspectives restent absolument inchangées. Aline Salabarou, on rappelle que vous êtes la gérante d'Edmond Rothschild Global Healthcare, un fonds. Pourquoi est-ce que vous croyez en ce secteur, vous, fondamentalement? Donc, après cette partie micro et actualité, quels sont les sous-jacents qui font que vous continuez à être optimiste? Il y a deux éléments clés en sous-jacent qui créent de la croissance structurelle. On a parlé un peu d'innovation. Ça reste vrai, c'est un des secteurs qui dépense le plus en recherche et développement et qui apporte le plus d'innovation dans le marché. Donc ça, c'est le premier élément. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut rappeler que l'industrie, c'est parce que cette industrie qu'on dépense beaucoup plus dans la santé, qu'on a une espérance de vie qui augmente, et c'est pas parce que la population vieillit qu'on dépense plus. Je crois que c'est un élément pour remettre les choses un peu en perspective. Dans le bon ordre. Exactement. Donc ça, c'est le premier élément. Donc toujours encore beaucoup d'innovations, beaucoup de besoins médicaux qui sont encore non traités et qu'ils seront bien sûr dans les prochaines années. Et puis la deuxième chose, c'est la croissance donc structurelle des dépenses de santé qui est majeure, historique. Si on regarde même dans les pays matures et aux États-Unis en particulier, l'évolution des dépenses de santé sur les 10 prochaines années, d'après le CMS, c'est 5,8% de croissance par an. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui vont connaître une telle croissance. Avec autant de visibilité. Donc cette croissance structurelle, elle existe dans les pays matures. Elle existe aussi dans les pays émergents où la dynamique de croissance est très forte. Si on regarde aux États-Unis, les dépenses de santé, c'était 5% du PIB dans les années 60, c'est plus de 17% aujourd'hui. Si on compare ça aux pays émergents et à la Chine en particulier, aujourd'hui c'est 5% du PIB. Donc vous voyez bien que le potentiel de croissance et de rattrapage par rapport aux pays développés est énorme. Et on attend 11 à 12% de croissance des dépenses de santé en Chine. Donc là aussi, avec beaucoup de visibilité sur le futur. Bon, on comprend bien le sens de la démonstration. Malgré tout, il y a toujours des revers aux médailles. Est-ce que beaucoup de groupes, beaucoup de secteurs craignent l'ubérisation? Alors, ça coupe beaucoup de termes, mais... est-ce qu'on peut imaginer une ubérisation du médicament? Je vais prendre un exemple qui va vous faire sourire, mais est-ce que demain on imprimera sur son imprimante 3D son aspirine ou d'autres médications? Alors ça, je ne crois pas. Je pense que les produits continueront d'être développés. Il y a quand même un processus de recherche, de fabrication, de développement avec des études cliniques pour assurer la sécurité des produits, leur efficacité. Ça ne sera jamais remis en cause. Et ça demandera toujours des milliards d'investissements. Virtualiser de plus en plus cette recherche ou la théoriser? Alors, si on peut théoriser en partie la recherche, je pense que l'humain reste l'humain et les produits sont de plus en plus compliqués, les produits biologiques aussi. Donc, on ne coupera pas aux études cliniques. Ce qui va révolutionner l'industrie sur ce qu'on appelle le big data, finalement, c'est l'accès à une médecine beaucoup plus personnalisée puisque chaque patient sera bien mieux défini
grâce à l'ensemble des données disponibles. Aujourd'hui, on peut faire un séquençage de génome en 2 heures et moins de $1000. Et on a une capacité aujourd'hui à ça coûtait beaucoup plus cher. Hein. Alors qu'on a mis, ça a coûté $3 milliards pour créer le premier établir le premier génome. Le séquençage, oui. Le premier séquençage. Donc une médecine qui va être beaucoup plus personnalisée. On va utiliser énormément le big data aussi dans tout ce qui est la médecine préventive. Donc ça va être un élément de développement très important avec les objets connectés, bien sûr. Mesurer sa pression artérielle en temps réel, par exemple. Exactement. Donc on va améliorer finalement la qualité des soins, améliorer la prévention et aussi être capable d'avoir des traitements qui sont beaucoup plus adaptés, beaucoup plus ciblés à un patient donné. Et ça, en termes d'efficacité, ce sera très transformant. Dernière question, Adeline Salabarou. On a perdu 15% sur le secteur en bourse depuis le début de l'année. Est-ce qu'il faut attendre encore ou il faut en profiter maintenant ? Alors, je crois qu'il faut saisir un peu les opportunités dans les marchés parce que le moment du rattrapage est toujours relativement incertain. Dans une année électorale, encore une fois, aux États-Unis, le secteur de la santé peut être encore un peu chahuté et jusqu'à novembre 2016, peu volatile. Si on attend la fin des élections. Oui, mais si on attend, je pense qu'il est important de saisir des opportunités aujourd'hui. Le niveau de valorisation est très attractif aujourd'hui. On se traite en dessous des moyennes historiques, en dessous de la moyenne des marchés, avec des fondamentaux bien plus solides, puisque c'est un secteur qui est extrêmement rentable, une croissance visible. Donc, c'est une vraie opportunité aujourd'hui. Et on aura beaucoup de publications, par ailleurs, dans les prochaines semaines, de publications d'études cliniques qui vont mettre aussi en lumière une partie de cette innovation. Donc, il vaut mieux être positionné avant ces publications. Plus les opérations financières éventuelles. Merci beaucoup pour cette ordonnance, Adeline Salabarou. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, on termine avec cette interview, ce 23e numéro de Parlons Placement en direct sur Facebook Live. Je vous invite à nous retrouver chaque mois dorénavant sur la page de bienprévoir.fr et à nous poser toutes vos questions en amont ou pendant l'émission. Merci beaucoup, bonne soirée.